Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité, les titres. Construction et développement durable, impératif traduit en préconisation au Forum international du cadre de vie. Esquisse dans ce journal des plans proposés par les spécialistes mobilisés à Cotonou. Tourisme, un gisement d'opportunités et de croissance au Bénin. Le gouvernement a flairé le filon et multiplie réformes et investissements au bout des perspectives à voir dans le dossier économique de ce journal. Au Mozambique, le pays est dans l'attente des résultats des présidentielles et législatives de mercredi dernier. Au Proche-Orient, le Hezbollah libanais revendique une frappe mortelle de drone contre Israël avec à la clé plusieurs morts et blessés. À nouveau, bonsoir. Le Forum international du cadre de vie s'est refermé sur un impératif, l'alignement des constructions sur les exigences du développement durable. Architectes, urbanistes, constructeurs et chercheurs mobilisés à Cotonou essayent de tracer quelques esquisses en termes de préconisation. Voyons-en quelques axes avec Ayelo Djouamoussou, Benjamin Denayon et Ariane Da Silva. Tenue du 10 au 12 octobre 2024, la deuxième édition du Forum international du cadre de vie semble avoir tenu toutes ses promesses. Autorités et experts de l'habitat et de l'urbanisme se montrent fiers d'avoir contribué à une œuvre de développement. Toutes les activités devant marquer ce forum ont pu trouver avec succès leur épilogue en passant par la cérémonie de lancement, la table ronde, les différentes conférences et débats, les expositions, les rencontres B2B, les phases finales des challenges et hackathons, et enfin la présente nuit de l'habitat qui tient lieu de clôture. Il est important de signaler la remise de matériel d'assainissement, soit 400 poubelles de 100 litres chacune, à la fondation de l'archidiocèse de Cotonou dans le cadre de son programme Église verte. Si le forum n'existait pas, il fallait le créer. Avec votre aide, nous sommes en train d'institutionnaliser ce forum qui, au-delà des réalisations du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action, c'est la pensée, la réflexion, les discussions, les contributions qui assurent la qualité et le succès, la durabilité de notre action sur le terrain en faveur du cadre de vie. Investir dans l'infrastructure verte et durable, plus qu'une opportunité, est une nécessité pour un meilleur développement des cités. Une vision commune pour un monde meilleur. Exhortation au cœur de la journée mondiale de la normalisation ce 14 octobre. Quels sont les enjeux portés par ce thème mobilisateur? Élément de réponse dans le message de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Message porté ici par le directeur général de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Ginelle Lafouda Monsiaboka et Jean Nombimé nous en proposent ici une substance. L'édition de cette année a pour thème une vision commune pour un monde meilleur. Ce thème met en lumière l'importance des normes dans la réalisation des objectifs de développement durable. La célébration de cette journée est une occasion pour nous de reconnaître et d'exalter les efforts inlassables des milliers d'experts qui travaillent à l'élaboration des normes internationales essentielles pour notre développement économique et social. En effet, les normes sont des outils puissants pour promouvoir une croissance inclusive, protéger notre environnement et améliorer la qualité de vie des populations. Elles jouent un rôle crucial dans notre quotidien tout en garantissant la qualité, la sécurité et l'efficacité de nos produits et services. Elles facilitent également le commerce international et soutiennent l'innovation. Au Bénin, d'importants progrès significatifs ont été enregistrés par l'Agence nationale de normalisation
de métrologie et du contrôle qualité grâce à l'accompagnement du gouvernement de son Excellence Patrice Talon et de nos partenaires techniques et financiers qui a permis de sensibiliser et de former de nombreux acteurs sur l'importance des normes. Ces efforts ont contribué d'une part à renforcer notre compétitivité sur le marché international et d'autre part à garantir la sécurité et le bien-être de nos citoyens. À présent, le dossier économie annoncé en titre. Ce dossier porte sur un secteur à fort potentiel, un gisement de croissance. Opportunité flairie par le gouvernement qui multiplie réformes et investissements propres à doper l'offre touristique du Bénin. Voyons les perspectives qui se dessinent au bout dans notre dossier économie signé Ernest Tetegou, Wenceslas Arouaimon et Ariane Da Silva. J'ai pu connaître que les abeilles ne chient pas le miel, mais plutôt ils le fabriquent de bouche en bouche. Il y a fait des bateaux fabriqués à base de produits jetés. Il y avait les différents instruments de musique que nos ancêtres utilisaient. De nouvelles connaissances acquises et une série de découvertes pour ces meilleurs écoliers au CEP 2024 après une visite touristique dans le zoo. Ici, c'est avec passion que le guide de tourisme leur raconte l'histoire du royaume de Dahomey. C'est celui de réunion du roi. Enfant l'appelle à Djalalaho. Mais ces jeunes élèves sont loin de s'imaginer que c'est plusieurs siècles avant qu'est né le tourisme. Il faut remonter un peu au XVIIe siècle pour comprendre que ça a été un fait culturel initié par les jeunes aristocrates. Si vous voulez être considéré en Angleterre d'alors, vous devez en principe sortir de chez vous et aller connaître la culture d'autrui. Les jeunes aristocrates ont décidé de faire le grand tour au niveau de la Rome antique, de la Grèce antique. Et c'est de là qu'est né le tourisme en réalité. Au niveau sociologique, il y a beaucoup de sociétés qui ont des valeurs de manière implicite. Quand les autres viennent découvrir ce que vous avez comme patrimoine, ils profitent aussi pour s'intéresser à vos caractéristiques implicites. Et ça permet à votre société d'avoir une influence sur les autres sociétés, ce qui est favorable pour le développement économique et social. Avec le temps, le tourisme a connu des mutations. Depuis 1979, il serait même devenu une science appelée la tourismologie. Aujourd'hui, le tourisme dans notre contexte actuel est devenu la première industrie mondiale. Une industrie sur laquelle le Bénin veut désormais compter pour se développer. Depuis 2016, le gouvernement s'inscrit dans la dynamique d'investir dans ce secteur à fort potentiel et aux offres variées. Vous avez Granvier qui fascine tout visiteur avec son ingénierie architecturale, où on peut parler en ce moment quand même de l'écotourisme. Vous avez Ouida qui aujourd'hui porte le tourisme mémoriel lié à la route de l'esclave. Vous avez les palais royaux d'Abomey qui en son temps, depuis 1985, font objet quand même de palais patrimonialisés par l'UNESCO. Vous avez le parc Pandjari, où à ce niveau, nous avons le tourisme synergétique, à l'image de ce que nous voyons au niveau du Kenya et au niveau du parc Serengeti. Le gouvernement actuel est en train de s'affairer quand même pour donner une autre image à travers l'aménagement qui est en train d'être fait au niveau de ces produits touristiques pour que cela puisse générer des ressources à notre pays. Désormais au Bénin, le tourisme se positionne comme un label au cœur du développement. Dès lors que vous avez un centre touristique, il y a des tickets d'entrée qui sont là, et il y a des devises qui rentrent. Ces devises-là constituent alors des recettes non fiscales qui vont naturellement aider l'État à faire face à cette dépense publique. Et dès lors que vous avez par exemple des événements touristiques comme ça, c'est tout un corps de métier qui est en jeu. Vous allez voir les hôtels qui sont en train d'être occupés, vous allez voir les restaurants qui sont occupés, vous allez voir le transport qui sera vraiment en branle. Il y a beaucoup de corps de métier qui sont en branle dès lors que le tourisme est en marche. Selon le baromètre d'ONU Tourisme, on estime à 790 millions le nombre de touristes ayant voyagé à l'étranger au cours des 7 premiers mois de l'année 2024, soit environ 11% de plus qu'en 2023. Et le produit intérieur brut direct du tourisme a atteint 3 400 milliards de dollars, soit 3% du PIB mondial.
Une halte sur un acte de mécénat éducatif dans ce journal. C'est le geste RSE symbolique de la société Fabri Metal Bénin qui a offert des lots de cahiers à des élèves de Djefa, dont reçus pour les bénéficiaires par le directeur de leur collège. Témoin Saint-Tige-Quimpon. Une cérémonie de remise de cahiers pour accompagner les élèves du collège de Djefa. Des cahiers aux couvertures customisées du FMB. C'est un don de la société Fabri Metal Bénin à l'endroit des apprenants du collège Djefa. Une suite de générosité précédée par plusieurs autres. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils ont pensé à nous. Il y a quelques mois, nous avons accompagné par un chèque de 2 millions de francs pour l'acquisition de fer à béton pour la construction de salles de classe. Ces salles de classe sont en finition. C'est-à-dire que beaucoup de parents n'ont pas la possibilité d'acheter des fournitures à leurs enfants. Il y a certains qui ont démissionné. Donc merci pour tout ce que vous faites pour maintenir les enfants à l'école. Accompagner le CEG Djefa dans la formation des futurs cadres, c'est dans cette optique que s'inscrit le directeur commercial et de marketing de Fabri Metal. Le 15 août dernier, quand nous étions au collège Djefa, Fabri Metal s'engageait à accompagner le CEG du collège Djefa dans la formation des futurs cadres de ce pays. Nous savons que parmi les bénéficiaires donc, de ces cahiers, figurent assurément certains qui prendront plus tard la relève de notre usine. Je voudrais compter sur vous pour une distribution juste et équitable de ce cahier aux bénéficiaires. Ce geste n'est pas le dernier. Le donateur promet des actions encore plus grandes à la suite de ces cahiers pour maximiser l'intellect des bénéficiaires. À présent sur cette formation dédiée aux utilisateurs des ressources naturelles du bassin du Niger au Bénin. Une formation organisée pour garantir la durabilité des activités des producteurs qui gravitent autour du bassin. Cette formation est organisée par l'autorité du bassin du Niger à Cotonou. Simon Villon et Ulvaeus Balogun nous éclairent sur l'utilité de cette initiative qui pointe aussi le développement durable. Exploitation intensive des ressources naturelles, démographie croissante, aléas climatiques, ce sont là autant de conséquences dramatiques qui perturbent l'état du fleuve Niger et de ses affluents. Le fleuve Niger, c'est un fleuve que nous partageons avec 8 autres pays de la sous-région. Et ce fleuve-là a beaucoup de problèmes d'ordre écologique, des problèmes d'ensablement, des problèmes d'ordre environnementaux qui font que l'ensemble des pays se sont réunis pour créer ce qu'on appelle l'autorité du bassin du Niger. L'autorité du bassin du Niger, dont l'une des missions est la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. L'autorité du bassin du Niger a donc pris le problème à bras le corps et a fait en sorte que des actions puissent être menées dans cet espace-là communautaire. Autour d'une même table, éleveurs, pêcheurs, agriculteurs, orpailleurs, femmes et hommes ruraux veulent réfléchir sur les mesures à prendre pour une durabilité de leur activité dans le bassin du Niger. Si je prends par exemple les chefferies traditionnelles, ils ont un rôle important dans la gestion, la conservation des ressources naturelles. L'agriculteur, lui, il veut la terre pour faire son champ. L'éleveur, lui, veut de pâturage pour ses bêtes. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un conflit. Donc, eux tous doivent rester désormais ensemble pour discuter. Il s'agit donc d'outiller ces acteurs afin qu'ils apportent leur pierre à l'amélioration de la gouvernance économique des ressources naturelles. Il est important d'associer des formations thématiques au profit des usagers pour mieux gérer l'environnement de ce bassin. C'est dans ce cadre que le projet NBITAS a initié une étude pour identifier tous les acteurs, les différents catégories d'acteurs d'usagers d'eau, de ressources dans le bassin, identifier des thèmes prioritaires pour les former. Cette formation au plan national est donc une étape importante dans l'engagement du Bénin à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles du bassin du Niger.
On reste dans l'esprit d'un environnement sain et durable pour évoquer une activité du programme Église verte. Un programme initié par le ministère du Cadre de vie et des Transports. Un transfert de poubelles de ce programme a été effectué au profit de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Amandine Aniamboso. Bâtir un monde plus respectueux de l'environnement et plus durable pour les générations futures. Le gouvernement apporte un appui substantiel à l'Église catholique dans le cadre de son programme Église verte. Ces 400 poubelles vont permettre de garder les espaces religieux propres et d'offrir un cadre sain aux fidèles. Ces poubelles qui seront distribuées dans le cadre de ce programme visent à encourager les pratiques de gestion durable des déchets au sein des paroisses et communautés religieuses, contribuant ainsi à la préservation de notre environnement. La remise de ces 400 poubelles n'est pas un simple geste symbolique. Elle s'inscrit dans une démarche concrète, pragmatique et durable pour répondre à l'un des défis environnementaux les plus pressants de notre époque, la gestion des déchets. Elles serviront également de rappel constant sur l'importance de jeter les déchets de manière appropriée et de prendre soin de notre environnement immédiat. Ce geste témoigne du bon partenariat entre le gouvernement et l'archidiocèse de Cotonou. Je prends l'engagement de faire un très bon usage de ces matériels d'assainissement pour une meilleure gestion des poubelles, des déchets sur nos paroisses, dans nos milieux de vie et de pouvoir faire un suivi rigoureux. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, ces poubelles mises à la disposition de l'archidiocèse de Cotonou ont une contenance de 100 litres chacune. Nous allons à présent vous inviter à monter à bord d'un navire russe, un bâtiment naval qui a accosté au Bénin dans le cadre de la coopération militaire entre le Bénin et la Russie. Igor Ayosso et Patrick Djossou sont montés à bord et nous invitent à faire le tour du propriétaire de Smolny. C'est le nom du bateau militaire russe. Regardons. Les relations Russie-Bénin consolidées. La preuve, cette spéciale double montée des couleurs. Les drapeaux béninois et russes en ascension vers le ciel, sur les mâts de ce pont de bateau. Un navire russe en visite amicale en terre béninoise. C'est une visite d'amitié d'un navire russe dénommé Smolny au Bénin. C'est dans le cadre d'une visite d'une exposition de Noël dans plusieurs pays d'Afrique et de l'Amérique latine. Notamment, le navire a déjà visité 7 pays d'Afrique et il finit sa mission ici au Bénin avant de rentrer en Russie. Les 260 membres de l'équipage russe à tour de rôle pour une visite des sites du Bénin. Les marins vont visiter des sites touristiques tels que l'esplanade de l'Amazon ici à Cotonou. Ils vont voir la route des pêches. Après, ils sont à Ouida pour voir des sites historiques tels que le temple de Python, la route des esclaves. Et ces marins russes reçoivent en visite sur leur navire leurs homologues marins béninois. Les marins béninois peuvent voir un navire vraiment unique de la flotte russe. C'est un navire école, c'est presque une université flottante, à bord duquel il y a toutes les modalités pour faire une bonne formation dans le cadre de la formation marine. Un navire école pour une formation pratique. Le navire contient beaucoup de facilités nécessaires pour l'enseignement de l'équipage. Il y a aussi l'hôpital à bord du navire parce que c'est une mission assez longue. C'est un navire aussi militaire. Bien sûr qu'il y a des armements qui sont installés à bord de ce navire. Des armements que notre caméra ne pourra montrer, même lorsqu'on est monté à bord de ce navire militaire. La délégation de la marine béninoise, visiblement satisfaite de la visite, n'en dit mot. Cela se comprend. C'est la grande muette des eaux maritimes béninoises, ici en terre russe, sur ce beau bateau, bel héritage de la belle flotte soviétique. Un peu frustrant quand même ce tour du propriétaire. Journée internationale de la fille au Bénin. Cette journée a été célébrée avec la vision des filles pour l'avenir. C'est d'ailleurs cela le thème retenu pour l'édition 2024. Écho avec Simon Villon et Juanita Akpayonide, Arnaud Adadia. Chaque fille a une vision de ce que sa vie lui réserve.
Ce rêve a besoin d'être soutenu et protégé alors qu'elle fait son voyage de l'adolescence à l'âge adulte. S'inspirant de ces propos, c'est à juste titre que le ministère des Affaires sociales se réjouit ici de ces actions au profit des jeunes béninoises. Vous avez dit également que vous entrevoyez un bel avenir. J'en prends acte et je vous félicite d'avoir compris le sens que le gouvernement et ses partenaires donnent aux moyens et aux appuis qui vous sont apportés. Un rappel à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des filles. C'est grâce aux appuis de l'État et des partenaires techniques et financiers que ces bénéficiaires de différents programmes de formation dans différents domaines se disent aujourd'hui aguerris. Oui, notre avenir est garanti par une éducation de qualité assurée par le gouvernement et ses partenaires à travers la scolarisation, la formation et l'installation professionnelle. Investir dans les filles est une priorité, c'est pourquoi le Bénin travaille ardemment pour leur autonomisation. Le porte-parole du gouvernement face aux citoyens de Bantais. À la demande des jeunes de la commune, cette rencontre de vérité a permis à Wilfried Léandre Rongweji de dissiper des zones d'ombre autour de la perception des actions du gouvernement. Le maire de Bantais, le préfet des collines, des autorités administratives et des leaders religieux étaient aussi invités à cette rencontre de vérité. Le point avec Pierrette Adagnossi. La population comprend à peine les efforts du gouvernement et je pense que c'est ce qui justifie la présence de son porte-parole pour clarifier un certain nombre de choses. Le maire de Bantais donne ainsi le ton de la rencontre. Une rencontre qui mobilise toutes les forces vives de Bantais sans aucune distinction. Le porte-parole est là et je voudrais saluer aussi sa démarche. Ça, vous devez le reconnaître. Il n'a pas demandé de catégoriser. Il n'a pas demandé d'inviter les gens de la mouvance uniquement. Il a dit population de Bantais, mes frères, mes amis. Et c'est ça, il faut le souligner. Je suis venu parler avec vous ce matin, de cœur à cœur, qu'on se regarde, qu'on se dise la vérité. Ce qui vous gêne, ce que vous ne comprenez pas dans l'action du gouvernement, posez vos questions. Exprimez votre mécontentement, exprimez votre incompréhension. Et mon devoir, c'est de vous écouter. C'est de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. En langue nago, les filles et fils de la cité des pactes de terre expriment leurs préoccupations. Elles sont relatives à la promotion des cadres de Bantais, à la commercialisation du soja et de l'anacarde, aux infrastructures socio-communautaires, mais surtout aux projets prévus par l'exécutif pour la commune. Bantais, moi je vous rassure, ce qui est prévu au programme spécial, la réhabilitation ou la construction des centres de santé, des marchés, les routes, l'eau potable qui a commencé et qui va se poursuivre, l'extension de l'électricité, la modernisation pour que le cadre de vie soit sain. Ce qui est prévu, ce sera réalisé. En attendant, le gouvernement a mené bien d'autres actions à Bantais. Les cantines scolaires, par exemple. Aujourd'hui à Bantais, on a au moins 65 écoles à cantine scolaire. Au moins 65 sur 100. Dans un an, peut-être qu'on sera à 80, 90 ou 100%. Vrai ou faux? Nous avons compris que les problèmes auxquels nous autres jeunes nous faisons face aujourd'hui, nos frères qui sont en train de venir ne vont pas faire face à ces mêmes problèmes-là. Surtout en ce qui concerne la question de l'emploi. Nous avons abordé le côté des prix du soja, du cajou. Les paysans ont évacué presque la totalité de leurs préoccupations, de leurs questions. Désormais bien informés, les jeunes de Bantais promettent sensibiliser leurs pairs au PAG. Ils entendent aussi susciter régulièrement des séances du genre afin de taire les fausses informations. Penchons-nous à présent sur cet acte important pour le sport béninois, la signature d'accord entre le ministère des Sports et les directeurs techniques sportifs des fédérations de football, de handball,
de volleyball et de basketball. L'ambition, c'est de donner un nouvel élan aux différents sports béninois. Les précisions avec Arnaud Adadja. Avec cet acte, le mouvement sportif n'aura plus de raison de faire caracoler notre sport. À travers le recrutement de ces cadres au thème d'un processus rigoureux au profit des directions techniques, l'État veut faire du Bénin une nation sportive. Les directions techniques nationales disposent désormais de ressources humaines suffisamment outillées. Elles auront pour cahier de charge d'élaborer et de conduire une bonne politique de détection et d'encadrement rigoureux des jeunes talents des catégories d'âge U15, U17, U20, U23, dames et hommes. Chers cadres techniques, nous scellons en ce jour un accord essentiel qui repose sur des valeurs fortes, à savoir l'engagement, l'éthique, la performance et la responsabilité. Au nombre de 142, directeurs techniques nationaux, managers, entraîneurs et conseillers techniques se disent prêts pour insuffler un nouveau dynamisme au sport de masse et à l'athlétisme. En agissant sur ce facteur, vous avez touché le point sensible. Mise en place des directions techniques nationales donne d'espérer des futurs meilleurs pour le sport national. C'est historique dans le sport béninois. Et je pense que la tâche qui nous attend est énorme. L'expérience y est et nous sommes tout le temps sur le terrain. En tout cas, la responsabilité sera assurée pleinement. Depuis que vous me voyez en sélection, je n'ai jamais reçu un seul copec à la fin du mois. Et je pense que nous allons nous donner plus, nous allons nous donner davantage. Le mouvement sportif béninois est ainsi en route pour une amélioration dans le secteur. À l'étranger, élections au Mozambique et violence au Proche-Orient. Voilà les titres à découvrir dans la page internationale suivante. L'Organisation mondiale de la santé approuve le vaccin contre le mpox pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette décision survient après une série d'inquiétudes croissantes liées aux épidémies récentes de variole qui a touché plusieurs pays, notamment en Afrique. L'approbation de ce vaccin permettra d'accélérer son déploiement dans les pays africains où la propagation du virus a été particulièrement préoccupante. Au Mozambique, la commission électorale a annoncé la victoire de Daniel Capo. Le candidat du Frelimo, le Front de libération du Mozambique au pouvoir, est crédité de 54% des suffrages dans la capitale contre 34% pour Vénécio Mondlane, candidat indépendant. Ossufo Monadé de la Renamo, le parti principal d'opposition, n'a obtenu que 9%. Alors que la Commission électorale nationale a jusqu'au 25 octobre pour rendre sa copie, l'indépendant Vénécio Mondlane a déjà revendiqué sa victoire. Le candidat du parti au pouvoir, de son côté, a appelé les électeurs à attendre les résultats officiels. Mais l'opposition accuse la Commission électorale d'être très proche du pouvoir, même si son verdict doit être validé par le Conseil constitutionnel. La Corée du Nord envoie des armes et des soldats pour soutenir les troupes russes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a fait ses commentaires dimanche lors de son discours quotidien à la nation, ajoutant que les relations de l'Ukraine avec ses partenaires occidentaux devraient se développer pour tenir l'alliance adverse à distance. Le Kremlin, de son côté, a rejeté ces allégations. Le dirigeant ukrainien a déclaré qu'il poursuivrait son plan de victoire, une proposition qui contient des conditions supposées correctes pour mettre fin à la guerre afin de garantir la paix. Au moins 4 morts et plus de 60 blessés sont à déplorer après une attaque du Hezbollah. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée par le groupe militant sur le territoire israélien depuis que l'armée a lancé son opération terrestre au Liban. Israël poursuit par ailleurs son offensive dans la bande de Gaza, où le bombardement d'une école abritant des déplacés a fait au moins 22 morts. Ici s'arrête ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.